Bonsoir, nous venons de le suivre. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin a présidé à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de l'Eid el-Mawlid el-Nabawi Sharif. En ce dimanche 11 Rabi' 1er 1446 de l'Hégire, correspondante au 15 septembre 2024. Amir el-Mouminin était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed. À l'occasion de la célébration par la Oumma islamique de l'Eid el-Mawlid el-Nabawi Sharif, Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin a adressé des cartes de vœux et de félicitations à ses frères, leurs majestés, excellences et altesses, souverains, présidents et émirs des pays islamiques. Sa Majesté le roi leur exprime dans ses cartes ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de davantage de santé, de bonheur et de quiétude. Toujours à l'occasion de l'Eid el-Mawlid Nabawi Sharif de cette année 1446 de l'Hégire, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 638 et elles se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 481 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 25 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 453 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 3 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont en nombre de 157 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 39 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 100 personnes. Et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 8 personnes. La Eid el-Mawlid el-Nabawi Sharif, une célébration religieuse porteuse de grandes valeurs humaines, celle de l'amour, de la tolérance, de la solidarité et du partage. Autant de commandements prônés par le prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chez nous, à l'instar de l'ensemble de la communauté musulmane, cette commémoration est riche en symboles et pleine d'enseignements. C'est un reportage de Abdelrahman Zian Bouchaïb Ammari avec le commentaire de Zakaria Moukibillah. C'est l'une des fêtes religieuses les plus importantes pour l'ensemble des musulmans. Eid el-Mawlid Nabawi Sharif, célébré chaque année le 12 Rabi' al-Awwal du calendrier de l'Hégire, cet événement marque la naissance du prophète Sidna Mohammed et avec lui les lumières de la révélation. En plus de sa valeur symbolique, cette fête est surtout l'occasion de rappeler les enseignements du saint prophète et de diffuser les vraies valeurs de l'islam. La fête de Eid el-Mawlid Nabawi est l'occasion de renouveler l'engagement à suivre les enseignements de notre prophète, le prophète de la miséricorde et de l'éthique. Nous souhaitons que ce jour soit synonyme de bénédiction pour nous tous. Cette fête est également l'occasion de renforcer l'attachement au prophète et de renouveler l'expression de l'amour que nous lui vouons. Cela fait partie des mœurs des Marocains depuis des siècles, une fête célébrée tout au long de Rabi' al-Awwal. Pour cette fête religieuse riche en signification, il est de tradition de rappeler la sira nabawiya et la morale élevée du saint prophète qui appelle au rassemblement et au vivre ensemble, au renforcement de la foi et à la diffusion des valeurs de fraternité et d'unité. La fête du Mouloud est célébrée chaque année par les Marocains. L'ensemble de la famille se réunit pour cette veillée, où on fait plaisir aux enfants en leur offrant de nouveaux habits et en renforçant les liens familiaux par les visites des proches. Eid el-Mawlid Nabawi Sharif, une fête particulière pour tous les musulmans. Sa célébration qui se fait dans la joie et la liesse est l'occasion de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et d'humanisme. Une célébration aussi pour œuvrer à l'unité et à la préservation de l'identité culturelle et religieuse. Place au décryptage de l'actualité dominicale en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Maroc a pris part mardi à la 162e session du Conseil de la Ligue arabe au Caire au niveau des ministres des Affaires étrangères. Session lors de laquelle les efforts de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds pour la défense de la ville sainte, ont été salués. Le Royaume confirme ainsi une fois de plus son leadership sur la scène arabe et africaine. Oui, c'est une réunion ministérielle, réunion donc du Conseil des ministres des Affaires étrangères
des 22 membres de la Ligue arabe. 2 points peut-être à retenir pour répondre à votre question. Le premier, c'est évidemment le fait que la politique du Maroc, avec Sa Majesté le roi donc à sa tête, a été saluée, effectivement. Et ce qui a été salué à cette occasion, c'est les efforts continus du souverain comme président du comité El-Quds. Ça, c'est un statut important, et donc le rôle joué par le souverain à la tête de cette institution a été activement souligné. Il y a également le fait que les ministres ont salué aussi un autre point, c'est les projets qui sont menés dans le cadre de l'agence Beit Mel El-Quds et le soutien de comité El-Quds, précisément, donc à la lutte du peuple palestinien. Et à cet égard, les participants ont relevé que la solidarité du Maroc et du souverain président du comité El-Quds, c'était une solidarité concrète, agissante, loin des postures et des gesticulations de certains. Et ça s'est traduit, c'est dans le communiqué d'ailleurs, par une aide humanitaire. La dernière en date, c'est celle du 24 juin dernier, donc. Et puis le fait qu'il y ait une aide alimentaire de 40 tonnes, avec donc aussi des médicaments d'urgence et des couvertures. La majorité de cette aide étant financée sur les deniers personnels du souverain. Deuxième volet de cette session ministérielle, c'est la position exprimée par notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, sur la question palestinienne, qui était à l'ordre du jour principal de cette session au Caire. Le chef de notre diplomatie a défini à cette occasion 5 paramètres qui est important de relever rapidement. Le premier, c'est le soutien aux initiatives en faveur d'un cessez-le-feu. Le deuxième a trait à la nécessité de sortir de la logique de gestion de crise sans se préoccuper d'autre chose. Troisième paramètre, c'est la nécessité aussi d'une cessation des hostilités à Gaza avec ce qui se passe de manière dramatique. Quatrième paramètre, c'est l'obligation pour la communauté internationale de trouver un horizon politique. Il faut sortir de la gestion de crise, donc, et dégager les moyens d'identification d'un horizon politique prévisible. Et dernier point, c'est évidemment la reprise du processus de négociation qui est en panne aujourd'hui. Il faut le réactiver. Sur quelle base? Sur la base d'une solution de paix, évidemment, de la recherche de la stabilité et de la sécurité, et surtout la solution des 2 États avec Al-Quds comme capitale, Quds Sharif, donc orientale, est comme capitale de l'État palestinien. Ce sont là des positions constantes du Maroc. C'était important que ça soit réaffirmé dans le cadre de cette réunion du Caire de la Ligue arabe. Et au moment où le Maroc engrange une succession de grands acquis à l'échelle internationale, des voix s'élèvent contre le voisin de l'Est et dénoncent notamment la situation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf. Mercredi, des ONG ont lancé un appel à la communauté internationale pour faire pression sur l'Algérie afin que soient garantis les droits fondamentaux des populations séquestrées dans les camps de Tindouf. C'était lors de la 57e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, dont le Maroc assure la présidence cette année. Quel commentaire vous en faites, professeur? Le constat qui est fait par la communauté internationale et de manière spécifique lors des travaux de cette session du Conseil des droits de l'homme à Genève est suivant. Le pays voisin, l'Algérie en l'espèce, ne respecte pas le droit international humanitaire qui se fonde essentiellement sur la Convention de 1951 sur les réfugiés, auquel on a ajouté le protocole facultatif de 1967. Quelle est la situation? Il y a un appel qui a été lancé par des ONG à Genève, en plein palais des congrès à Genève. C'est un appel qui est pour garantir les droits fondamentaux des populations de Tindouf, pour qu'elles bénéficient de conditions humanitaires, qu'il soit mis fin au détournement de l'aide alimentaire. C'est un procès permanent qui est fait à cette aide alimentaire qui est détournée, procès qui est fait donc aux milices du Polisario avec le soutien des éléments militaires algériens sur place, mais également nécessité de mettre fin à la répression qui frappe les populations. Et puis la responsabilité de l'Algérie, c'est quoi? C'est un pays hôte
qui est signataire de la convention dont j'ai parlé sur les réfugiés 1951. À ce titre-là, il a des obligations, lesquelles c'est d'assurer la protection des populations réfugiées et séquestrées. Pour nous, elles sont séquestrées. Or, cette responsabilité n'est pas assumée par l'Algérie, il y a là un déni de responsabilité et de souveraineté d'ailleurs, puisque ça se passe sur son territoire. Je vais vous donner un exemple. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2703 du 30 octobre dernier, insistent sur un point particulier, le recensement des populations. Et donc voilà des populations qui sont réfugiées, séquestrées, qui ne sont pas identifiées et qui donc ne sont pas éligibles au statut de réfugiés tel que défini par les instruments internationaux. Voilà donc la situation et c'est pour ça que ces ONG ont bien fait de tirer cette sonnette d'alarme. Sur un autre volet, cette semaine a été aussi marquée par la rentrée politique. Des dossiers stratégiques sont sur la table de l'exécutif. Parmi les grandes priorités, le dialogue social est au menu de ce nouveau round. Le projet de loi organique fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève. Que faut-il en retenir ? Vous avez relevé que ce dialogue social reprend laborieusement et reprend dans des conditions difficiles. Il y a un contexte social difficile, illustré par la cherté du niveau de vie, la cherté donc la détérioration du pouvoir d'achat, également une augmentation du chômage qui est de 13,7% aujourd'hui. Donc voilà des éléments qui pèsent sur le climat de reprise du dialogue social. Essentiellement, la réunion a eu lieu vendredi entre le ministre de l'Inclusion économique qui est en charge le dossier de la réforme du droit de grève et les centrales syndicales représentatives. Et ça a porté sur, évidemment, la réactivation du dialogue social comme prévu dans l'agenda annuel. Et avec au centre, sur la table, la réforme du droit de grève. C'est un dossier, vous savez, c'est un dossier qui est posé au Maroc depuis décembre 1962. Puis la première constitution, ça fait plus de 6 décennies. Je rappelle que le 9 octobre 2015, Sa Majesté le Roi, à l'ouverture de la session parlementaire, il y a 9 ans, avait insisté sur le fait qu'il fallait donc trouver une solution à propos du droit de grève. Et il avait appelé à ce que ça soit une loi équilibrée, respectueuse des droits des travailleurs et des employeurs. 9 ans après, on n'a pas beaucoup avancé. Pour autant, il y a quand même des petits pas, il faut espérer que ça aille au-delà. Il y a eu, de la part du gouvernement, comme l'a dit le ministre, davantage de flexibilité sur un certain nombre de points. Par exemple, ce qui posait problème, c'est quoi une grève? La définition de la grève. C'est difficile, mais il faut aller plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'une grève? Qui déclenche, par exemple, la grève? C'est un droit général et ce n'est pas un droit limité à des entités spécifiques. Également le problème des procédures de grève, les délais donc et les procédures, et puis pas de licenciement des grévistes, mais en même temps respect du droit des non-grévistes au nom de quel principe? Le principe constitutionnel, la liberté de travail. Donc nous en sommes là. Sur cette ambiance-là, dans ce cadre-là, est venu l'avis de CESE, qui voici quelques jours à peine, et qui a été quand même un pavé dans la mare, puisqu'il a fait un certain nombre de critiques au projet gouvernemental déposé au Parlement depuis 2 ans, notamment en proposant un certain nombre de pistes. Donc il faut espérer qu'on arrive à sortir enfin de cette impasse. C'est important. La réforme du droit de grève est un acquis social, mais en même temps un acquis démocratique. Et puis c'est tellement important pour le climat des affaires au Maroc. Mostafa Shahimi, professeur de droit et politologue, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Page Monde à Gaza, toujours pas de trêve à l'horizon. Le bilan des victimes grimpe à 41 000 morts. Au moins 24 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans ce territoire palestinien assiégé et dévasté depuis 12 mois par l'offensive israélienne. Au total, plus de 95 000 Palestiniens ont été blessés dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Dans un entretien avec l'agence France Presse, un haut responsable du Hamas a affirmé qu'après la guerre avec Israël, Gaza devra être dirigée par une administration palestinienne commune. Nous avons clairement dit que le jour d'après doit être palestinien, c'est ce qu'a déclaré Oussama Hamdan.
Mission accomplie, la capsule de SpaceX a améri au large de la Floride aux États-Unis. Les 4 membres de l'équipage de la mission signent ainsi le retour sur Terre après avoir réalisé cette semaine la première sortie spatiale privée de l'histoire. Leur vaisseau s'était aventuré jusqu'à 1400 km d'altitude, soit plus loin que tout équipage depuis les missions lunaires Apollo. Une opération risquée, jusqu'ici réservée aux astronautes professionnels. La mission a tout de même atteint tous ses objectifs, ce qui marque une nouvelle étape dans l'exploration commerciale de l'espace. Direction l'Europe centrale et orientale où la tempête Boris sème le chaos. Le bilan des pluies torrentielles s'est alourdi aujourd'hui à au moins 7 morts et plusieurs disparus. La République tchèque, Slovaquie, Pologne, Autriche et Roumanie enregistrent des dégâts impressionnants. Quartiers inondés, rues submergées d'eau et coupures massives d'électricité. Des milliers de personnes ont été évacuées et des centaines de milliers de foyers restent sans courant électrique. Et chez nous, le temps est pluvieux et venteux ce week-end dans certaines régions. Et c'est bien parti pour durer demain encore avec des foyers orageux installés sur l'est du Rif, le Moyen Atlas, le nord du Haut Atlas, les hauts plateaux orientaux et l'extrême sud du pays. Des averses accompagnées de grêles et de rafales de vent balayeront ces régions. Puis quelques ondées et orages éparses s'inviteront du côté de la Méditerranée et du nord-ouest du pays. La pluie fait donc un timide retour et avec elle l'espoir d'une amélioration de nos réserves hydriques. Pour préserver cette maigre ressource, le Maroc accélère le parachèvement du programme de construction des barrages conformément aux hautes orientations royales. Exemple dans la province de Driouech où les travaux de construction du barrage Bni Aziman avancent à un rythme soutenu. À terme, cet ouvrage hydraulique sera doté d'une capacité de stockage de 44 millions de mètres cubes, de quoi desservir les riverains en eau potable et d'irrigation. Voici Mamsoud, Zakaria Moukimbila. À 25 km de la ville de Driouech, dans la commune Azlath, les travaux de réalisation du barrage Bni Aziman vont bon train. Cet ouvrage hydraulique édifié sur le cours de Ouedkourt fait appel à des techniques innovantes de construction. Il est doté d'une hauteur sur fondation de 69,5 mètres et d'une longueur en crête de 684 mètres. Il s'agit d'un barrage de conception mixte, béton compacté en partie centrale et emblaisonné à noyau argileux sur les rives. C'est une expérience pionnière au niveau national. Les travaux ont atteint un taux d'avancement de 56,5%. Cela a été possible grâce à la mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires pour accélérer la cadence de réalisation. Avec une capacité de 44 millions de mètres cubes, le barrage Bni Aziman devrait répondre aux besoins d'alimentation en eau potable et d'irrigation, pourvoir les douars avoisinants en eau potable et protéger des inondations. Ce barrage comporte plusieurs ouvrages annexes. Donc nous avons deux digues de colle en remblai à noyau zoné et un évacuateur de creux assez libre au niveau de la partie centrale, une vidange de fond qui est disposée dans le corps de barrage et 4 niveaux de prise d'eau potable situés à des niveaux différents et une prise d'eau agricole. Le barrage Bni Aziman est l'un des plus grands ouvrages construits pour faire face à la sécheresse et surmonter les effets des changements climatiques. Les travaux de construction de cette infrastructure hydraulique devraient être achevés en décembre 2025. Sa prestance et sa maîtrise de l'art du conte lui ont valu une distinction prestigieuse. Le prix national, le meilleur conteur en herbe, Safa Malki, a été hommagé par l'Académie internationale Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel. Une cérémonie a été organisée en son honneur à Blimlel, célébrant l'exploit de cet élève qui a volé la vedette aux 180 conteurs marocains et étrangers de la 21e édition du Festival international Maroc des contes. C'est une petite écolière des plus prometteuses. Âgée de tout juste 8 ans, Safa El Malki est désormais sous les feux des projecteurs. Originaire de Bni Mellel, la petite fille passionnée de lecture et de contes vient de remporter le prix national de la meilleure conteuse du Maroc face à 180 petits raconteurs d'histoires venus du monde entier. J'ai remporté ce prix car j'aime beaucoup la lecture et les contes.
Nous célébrons aujourd'hui la 21e édition du Festival international Maroc des contes, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est une belle occasion pour promouvoir les valeurs nationales parmi les jeunes générations. Cet événement intervient pendant les festivités de Eid el-Miloud et dans le cadre d'une caravane du patrimoine culturel immatériel. Sa vocation est de mettre en lumière le patrimoine culturel. Cet événement intervient pendant les festivités de Eid el-Miloud et dans le cadre d'une caravane du patrimoine culturel immatériel. Sa vocation est de mettre en lumière le patrimoine culturel. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une conception générale des activités scolaires, à la fois en interne et en externe. Promouvoir la diversité culturelle à travers les légendes et les mythes, c'est continuer d'enrichir un patrimoine millénaire où s'ancrent les récits comme un support transmissif octroyé de génération en génération. Et voilà, c'était la page de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.